abordons un peu de jargon institutionnel. Il y a le choix dans le vocabulaire, parce que c'est vrai que l'Union européenne est un peu complexe dans sa construction juridique aussi. J'ai choisi deux concepts qui me paraissent importants et qui sont des vraies problématiques d'avenir si on les comprend bien. Le concept de subsidiarité et le concept de coopération renforcée. Donc je m'apprête à vous donner quelques explications sur ces deux thématiques. En France, il semble qu'on comprenne mal ce qu'est la subsidiarité. C'est pourtant un principe juste de bon sens. L'idée, c'est on va déléguer la compétence d'action au niveau où c'est le plus efficace. Comment ça se passe? Il y a d'abord les traités de l'Union européenne qui vont, à chaque fois qu'on les modifie, répartir les compétences en actant le fait que telle politique est du domaine de l'Union européenne et telle politique reste du domaine du national. Jusque-là, c'est simple. Sauf que le principe de subsidiarité intervient pour assouplir le système. Je vais prendre un exemple qui, je pense, sera éclairant. Peut-être que vous avez entendu parler de la catastrophe Erika. Suite à cet événement, petit rappel, pollution maritime des eaux françaises, seulement la mer ne sait pas qu'il y a des frontières, donc la pollution, elle passe en Espagne aussi avec les courants. Prise de conscience au départ de l'État français et de l'État espagnol que leurs revendications sur la souveraineté sur les eaux territoriales, quand elles avaient affaire à un problème de pollution maritime, c'était juste ridicule. Parce que si on ne construit pas ensemble au niveau européen une politique pour anticiper les risques de pollution par les hydrocarbures, en travaillant sur la norme communautaire sur les navires à double coque, en élaborant une capacité dans tous les ports de toute l'Europe, du nord au sud, de l'ouest à l'est, de contrôler les bateaux, alors qu'a priori c'est un bateau qui a un pavillon maltais ou un pavillon suédois et qu'on est donc en zone territoriale suédoise ou maltaise, il ne se passe rien. Donc moi j'aime bien prendre l'exemple des directives Erika, on les appelle de ce nom-là. Comment ça s'est passé? Il y a eu la pollution, catastrophe. La Commission européenne fait réaliser ces États que tout seuls ils ne peuvent rien faire. L'ensemble des États, là je parle du Conseil des États membres, acte le fait que, au nom de la subsidiarité, autrement dit au nom de l'efficacité, tout bêtement, il est logique que cette question de la pollution maritime remonte de la compétence nationale souveraine à l'échelle européenne parce que c'est la bonne échelle pour agir et faire quelque chose. À partir du moment où la Commission européenne a la permission d'agir, alors même que dans le traité à l'époque, ce domaine-là appartenait aux États membres, elle va, on connaît par cœur l'histoire, proposer des textes, là des directives, le Parlement européen et le Conseil des ministres vont négocier, amender. Le but du jeu, c'est d'élaborer à échelle de l'ensemble des mers européennes, de la zone géographique européenne, un cadre juridique cohérent, articulé, qui implique la collaboration de tous les États membres pour faire quoi? Remplir un objectif de façon efficace, c'est-à-dire limiter la pollution par les hydrocarbures. Sachant que la France ne peut juste plus rien faire toute seule, pas plus que la Suède, les Britanniques ou l'Espagne que je citais tout à l'heure. Mais quand vous avez ça en tête, vous avez compris ce que c'est que la subsidiarité. Pourquoi parler de la coopération renforcée? Parce qu'à l'heure où, à 28 États membres, il y a forcément des risques de blocage. D'autant plus que la règle de la majorité qualifiée, entre nous, quand on travaille à Bruxelles, on sait que ce n'est pas toujours appliqué. Parce que les États membres arguent d'un intérêt souverain, d'un intérêt vital. En gros, il y a le fameux drapeau rouge. Et qu'à 6, ça peut passer, à 12, ça va, mais alors à 28, ça devient compliqué. Donc on a, depuis le traité de Maastricht, un concept qu'on appelle la coopération renforcée. Moi, j'appelle ça la géométrie variable, parce que je trouve que c'est plus illustratif, qui permet à un groupe d'États membres qui a envie de travailler davantage, d'intégrer davantage une politique,
d'avancer sans les autres, à condition qu'ils laissent la possibilité aux autres de rallier la politique. Et j'aimerais bien parler de ça parce que ça me paraît, si on développait ce concept qui pour le moment a été utilisé pour le brevet de l'Union européenne et avec un bonheur variable sur la question de la taxe des transactions financières, si on pouvait le développer sur la politique industrielle, la politique fiscale, la politique sociale, la politique de la défense, j'en passe et des meilleurs, on aurait peut-être trouvé une solution pour redynamiser les avancées européennes. De quoi s'agit-il? Très simple. A priori, on fonctionne à 28. Okay, on est censé fonctionner à 28. On s'aperçoit qu'en fait, il y a déjà des domaines où on ne fonctionne pas à 28. Regardez l'Union économique et monétaire. On est 17. Ou la défense, parce que la Suède a déclaré un opting out pour raison de neutralité. Finalement, en regardant bien dans le traité, on s'aperçoit qu'on a déjà des géométries variables. C'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot de géométrie variable. Là, l'idée, c'est de le sanctuariser, de l'officialiser. On a un dispositif juridique qui permet de faire la chose suivante. La Commission européenne, constatant qu'on est bloqué, propose un texte aux États qui ont envie d'avancer, texte qui est acté par le Parlement européen, et ensuite, les États membres, à condition qu'ils soient au nombre de 8, ont le droit d'avancer. Exemple, en matière de fiscalité des sociétés. Ça fait des années et des années qu'on voudrait avancer en matière de fiscalité des sociétés parce que c'est un facteur de compétitivité majeur pour les entreprises. On n'y arrivera jamais parce que, philosophiquement, le Royaume-Uni, l'Irlande et certains pays d'Europe centrale utilisent la fiscalité comme outil de compétitivité. Autrement dit, veulent jouer la concurrence. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend les États qui ont un peu le même genre de système, Luxembourg, Belgique, Italie, Espagne, Allemagne, France, au hasard. On se débrouille pour être 8, on travaille avec la Commission, qui a déjà le projet dans les tiroirs, pour ne rien vous cacher, et on commence à avancer vers une assiette fiscale de l'impôt sur les sociétés et progressivement vers des taux d'impôt sur les sociétés. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que pour le moment, il y a un verrou qu'on n'a pas fait sauter, c'est que cette coopération renforcée, elle doit être votée à l'unanimité, autrement dit, entendez bien, par tous les États membres, même ceux qui ne veulent pas avancer, et qu'il y en a qui nous bloquent. Donc une des considérations sur les modifications institutionnelles que je porte, c'est faire sauter le verrou du veto et proposer l'abstention constructive. Autrement dit, les États qui ne veulent pas y aller n'y vont pas, mais ils laissent les autres avancer. Et là, on aura peut-être, dans les années à venir, quelque chose d'intéressant à construire. Je vous ai parlé du concept de subsidiarité, j'espère que ça a clarifié un peu les choses, et du concept de coopération renforcée, que j'appelle moi la géométrie variable. Quel est le rapport entre les deux notions, vous me direz? Au-delà du fait, joke apart, que c'est du jargon institutionnel, mais que derrière les concepts, il y a des vraies clés sur le système institutionnel européen, eh bien le lien, c'est que ces deux modalités qui permettent de créer davantage d'intégration en Europe. La subsidiarité permet de passer d'une compétence nationale à une compétence européenne, donc à intégrer davantage, oserais-je prononcer le mot de fédéralisme, et la coopération renforcée, elle permet de débloquer une situation à 28 et d'avancer ensemble sur un domaine crucial pour intégrer davantage et permettre aux autres d'avancer par la suite à leur rythme. Reprenons l'exemple de l'Union économique et monétaire, qui est un très bel exemple de géométrie variable. On fait adhérer au fur et à mesure les États qui sont proches et on intègre davantage avec le traité rectificatif, l'euro, le mécanisme de stabilité, et ça va conduire à une politique économique, une politique budgétaire, une politique fiscale plus intégrée, donc à du fédéralisme européen.